Bonjour et bienvenue dans cette Voix est libre spéciale puisque nous sommes pour 1 heure ensemble ici à l'Opéra de Rouen, un magnifique écrin qui nous accueille pour un débat concernant, puisque vous le savez, en 2014, ce sera une année particulièrement électorale avec les sénatoriales en septembre. Auparavant, nous aurons eu les européennes, mais surtout, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, les municipales les 23 et 30 mars prochains. Un scrutin qui est vraiment concernant. Il faut savoir quand même que vous avez en Seine-Maritime 744 communes, dont 50 de plus de 3500 habitants, 675 communes encore dans l'Eure, dont 20 de plus de 3500 habitants. Et en 2014, eh bien, les règles du jeu ont quelque peu évolué. C'est ce que nous allons tenter d'expliquer, de vous expliquer et de commenter ce matin avec nos spécialistes, qui sont Thierry Rabillet, rédacteur en chef de Paris-Normandie, bonjour. Bonjour Stéphane. Ghislain Anetta, rédacteur en chef adjoint du Courrier Cauchois, bonjour. Bonjour. Et puis bien sûr, Philippe Goudet, notre spécialiste de France 3. Bonjour Philippe. Bonjour Stéphane. Tout au long de cette émission, nous serons en direct avec vous, chers téléspectateurs, puisque vous pourrez poser vos questions par Twitter sur le compte hashtag LVELHN ou encore, nous attendons également vos messages avec le hashtag MUN76000, MUN comme élection municipale bien sûr, et MUN 27000 s'il s'agit de l'heure. Et puis bien sûr, vous avez notre page Facebook où vous pouvez laisser des messages et poser également vos questions. Alors, pour commencer et nous mettre dans l'ambiance, vous le savez, les maires sont les gens les plus appréciés au niveau des citoyens. On regarde tout de suite pourquoi et comment avec ce sujet de Frédéric Nicolas. Le maire reste l'élu préféré des Français. Selon une enquête récente, ils sont même 82% à estimer qu'il joue un rôle essentiel sur leur qualité de vie. D'un côté, des Français qui attendent beaucoup de leur maire, et de l'autre, des maires parfois submergés. C'est sûr que dans un village de 24 habitants, il faut s'entraider, sinon c'est pas la peine, quoi. Moi je considère le village comme une famille. Je me considère pas comme le chef de la famille, mais plutôt, comment on va dire ça? C'est notre papa. Ouais, c'est plutôt le conciliateur. Les responsabilités du maire et des conseillers municipaux ne cessent d'augmenter depuis une vingtaine d'années, notamment avec la décentralisation. Crèches, foyers de personnes âgées, centres jeunesse, maisons médicales, tout un ensemble de services publics pour améliorer le quotidien des administrés. Écoles maternelles et élémentaires sont aussi du ressort de la municipalité. Tout comme l'animation culturelle, qui peut aller jusqu'à la mise en place de médiathèques, d'écoles de musique, de salles de spectacle. Sans parler de la construction de logements, de l'aménagement d'espaces verts ou du développement de pistes cyclables. Des responsabilités qui vont donc bien au-delà des fonctions traditionnelles d'état civil, d'entretien de la voirie ou de maintien de l'ordre public. Pourtant, selon l'Association des maires de France, les 2/3 des maires sont prêts à briguer un nouveau mandat en mars 2014. Voilà, ils sont prêts à briguer un nouveau mandat, il va falloir se faire élire. Ghislain, est-ce que vous avez l'impression, vous, à travers le Courrier Cauchois, que vraiment le maire, c'est le personnage central des petites communes, bien sûr? C'est l'acteur principal, c'est l'interlocuteur, le nôtre déjà, mais c'est surtout l'interlocuteur des habitants. C'est la personne qu'on va voir quand on a un problème avec son tout à l'égout, quand on a une fuite sur son toit, etc. Presque même avant le couvreur, si je peux. Et il y a aussi, évidemment, quand il y a des problèmes un petit peu plus graves et sérieux, mais surtout dans les petites communes, évidemment, c'est le premier interlocuteur, on va le dire comme ça. Bien Thierry, il y a le maire de la petite commune de moins de 1000 habitants, il y a aussi les maires des communes de plus de 50, de plus de 3500 habitants. Il y a une différence entre être maire d'une grande ville, maire d'une ville moyenne, maire d'une petite ville? La différence se situe à partir du moment où on passe surtout à l'échelon de l'intercommunalité, à partir du moment où le maire a des responsabilités qui vont au-delà du périmètre de sa commune, là où il appréhende, entre guillemets, tous les rouages administratifs de la vie politique française, où il doit s'impliquer dans différents syndicats d'eau, syndicats d'électricité, donc les intercommunalités. Donc c'est ce qui change un petit peu la vie d'un maire, puisqu'il aperçoit qu'entre guillemets, que son agenda se remplit, qu'il ne se consacre pas uniquement à ses habitants, à ses concitoyens, et qu'il doit aussi penser global à tous les habitants des communes environnantes, et il doit, entre guillemets, défendre les intérêts de sa petite commune au milieu de cette intercommunalité.
Alors Philippe, puisqu'on peut dire qu'il y a plusieurs élections, en fait, les 23 et 30 mars. Il y a les maires des grandes villes, qui sont des hommes politiques. Et puis il y a les maires qui, comme le dit Ghislain, sont un peu le confident. Absolument. Alors la différence, elle est aussi politicienne, j'aurais tendance à dire. C'est vrai que dans les petites communes, on voit rarement des maires s'impliquer sur le plan politique pour une raison très simple, c'est que tout le monde les connaît. Et en règle générale, il n'est pas d'ailleurs toujours facile de constituer des listes. Et les listes sont souvent plurielles et elles ne sont pas politiques, mais elles sont plurielles aussi sur le plan politique. Alors que dans les grandes villes, il y a l'influence des partis politiques, on va avoir l'occasion d'y revenir, parfois avec des conséquences assez inattendues, parce que les partis ont parfois tendance à être dépassés, j'allais dire, par une base qui ne comprend pas toujours le fonctionnement de ces organisations politiques et qui veut qu'on aille à l'essentiel, c'est ce qu'on vient de dire à l'instant, et je crois que c'est vraiment le plus important pour les habitants. Ghislain, la liste des intérêts communaux, ça existe toujours et ça mobilise quand même. Ah oui, évidemment, la liste des intérêts communaux, ça existe. C'est même la principale chose à préparer. C'est-à-dire que quand on se présente, il faut dire, moi, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. On parle pas de politique nationale. Au moins dans les petites communes, on essaye de travailler pour les gens et avec les gens, quoi. Thierry, on avait pourtant l'impression, et on dit dans les milieux informés, entre guillemets, qu'il y aura une vague, ou bleue, ou rose, ou autre, lors des municipales. C'est un peu moins vrai que sur les élections européennes, par exemple, qui vont suivre, ou autre chose. On reste quand même dans les villes de plus de 50, de plus de 3500 habitants, sur un rôle quand même plus proche. On est sur un rôle plus proche. D'ailleurs, la plupart des candidats choisissent de mener une campagne de terrain, une campagne locale sur des sujets locaux. Rares sont les candidats qui se lancent dans des campagnes nationales en reprenant, entre guillemets, les grands projets ou les grands idéaux de leur parti politique auxquels ils appartiennent. On le voit notamment sur Rouen ou au centre. Le candidat a choisi une campagne locale. Le candidat de l'UMP a choisi une campagne beaucoup plus, lui, sur les valeurs de l'UMP. On verra, entre guillemets, celui qui va gagner le 23 mars, justement, les plus de voix sur le plan rouennais. Mais effectivement, en général, le candidat choisit vraiment les problématiques des citoyens locaux. Donc, de parler d'une vague bleue, une vague rose, une vague rouge, une vague verte les 23 et le 30 mars, je pense qu'on n'assistera pas à ce genre de phénomène politico-climatique. On a vraiment l'impression, Philippe, que justement les maires, comme disait Thierry, évitent justement de parler de politique nationale. Enfin, ça dépend des partis. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, évidemment, l'opposition est à droite sur le plan national. Donc, l'intérêt de ces responsables, c'est d'essayer d'exercer une poussée pour dire après, la politique nationale menée actuellement est contestée. La preuve, on a gagné. Donc ça, c'est le but recherché par eux. Et puis, effectivement, Thierry a raison, et Ghislain également. C'est vrai que sur le plan local, ce qui est prouvé aussi d'ailleurs par le taux de renouvellement en règle générale assez faible lors des élections municipales, il y a vraiment une prime au sortant. Parce que le sortant, il est confronté en permanence, j'allais dire, à ses électeurs. Il les croise dans la rue. Quand ils sont pas contents, ils sont guirlandais. Et y compris d'ailleurs pour les responsabilités qu'on évoquait tout à l'heure, on va avoir l'occasion d'y revenir, qui concernent maintenant l'intercommunalité. Je suis désolé, la voirie sur l'agglo de Rouen, ça concerne la Créa, mais je peux vous dire que les maires des communes, quand il y a un problème de voirie, c'est eux qu'on va voir. Et ça prouve bien qu'effectivement, ça reste une élection de terrain. Je voulais rajouter simplement un mot. On s'attend à un fort taux d'abstention sur les européennes. Il y a un sondage qui vient de sortir, qui a été publié il y a quelques jours, qui indique que le taux de participation finalement ne serait entre guillemets dans le cadre d'un phénomène de désaffection politique encore relativement important pour les municipales. On ne perdrait entre guillemets que 1 point de participation par rapport aux dernières élections en 2008, ce qui finalement reste, je ne sais pas si c'est rassurant, je pense que oui quand même d'une certaine façon, et puis deuxièmement très informatif quant à la volonté des électeurs véritablement de s'emparer de cette élection municipale. Pour eux c'est vraiment ce qui est le plus important. Bien, on sait que c'est un rôle important d'être maire. Pourtant, on a l'impression qu'il y a quand même, il y a un sondage qui est sorti récemment, comme quoi 1 maire sur 3 ne comptait pas se représenter. C'est parce que la charge est trop lourde, Thierry ? Le poids des responsabilités, effectivement, puisque quand on est maire, on est un petit peu aussi seul à se battre contre tout. Et c'est vrai que la pression est forte. Je pense que notamment dans les communes rurales, comme l'a rappelé tout à l'heure Ghislain, c'est quand même difficile, c'est dur au quotidien de vivre les demandes. La situation aussi sociale s'est dégradée aussi au cours des 6 dernières années. Une précarité au niveau de l'emploi, au niveau de l'économie, qui fait que les maires sont souvent face à régler des problèmes sociaux. C'est quasiment des animateurs sociaux, des éducateurs sociaux
sociaux, ils sont en quête de prestations, d'allocations, de trouver des logements, de trouver des ressources pour leurs citoyens. Donc effectivement, de le vivre au quotidien, ça doit être très difficile à vivre. Donc on peut comprendre qu'au bout de 6 ans, voire 12 ans, ou 18 ou plus, parce que certains sont là depuis plus de 30 ans, il peut y avoir une usure du poste plus que de la fonction. Juste là. Oui, il y a aussi un contexte qui fait que les finances locales sont contraintes, serrées, normal, hein, mais ça veut dire aussi que pour les maires, il y a moins de projets à mettre en place, ils font plus de la gestion au quotidien. Et il est vrai que quand on est maire, on aime bien mener des projets, c'est intéressant. Et puis on en parlait tout à l'heure aussi, il y a l'intercommunalité. C'est-à-dire que dans les petites communes, les maires, ils ont l'impression qu'ils sont des... Alors je vais exagérer un peu, mais des méga cantonniers, quoi. Ils ont plus que le cimetière et puis ils ont même plus toutes les routes. Alors vous voyez, non mais c'est vrai, on l'entend ça parfois. Dans les petites communes, je sers plus à grand chose. Alors des fois c'est vrai que ça fait une crise de vocation, surtout qu'en plus de l'autre côté, comme on disait, après oui il y a les problèmes sociaux et on se fait engueuler, quoi. Voilà. Voilà, puis ça va devenir de plus en plus dur d'ailleurs de monter des listes, comme on va le voir dans ce reportage toujours de Frédéric Nicolas. Il y a des changements en 2014, on vous l'a dit, regardez. C'est la grande nouveauté de ce scrutin si votre commune fait partie d'une communauté de communes. En mars 2014, vous allez élire en même temps et avec le même bulletin de vote vos conseillers municipaux et vos conseillers communautaires. Autre changement pour les communes entre 1000 et 3500 habitants, le mode de scrutin a été modifié. Vos conseillers seront élus au scrutin de liste à la proportionnelle. Donc, il ne sera plus possible de panacher ou de rayer des candidats au risque d'annuler votre vote. Conséquence importante de cette modification, votre conseil municipal et votre conseil communautaire comporteront autant d'hommes que de femmes, car les listes sont paritaires. C'est des listes à la proportionnelle. Alors ça donne aussi de l'oxygène, c'est de mon côté. Le deuxième, en plus de faire entrer la sensibilité féminine, c'est que les oppositions vont très probablement pouvoir être au conseil municipal et ça évitera d'avoir un conseil municipal qui soit monocolore. Ce mode de scrutin de liste à la proportionnelle s'appliquera désormais dans toutes les communes de plus de 1000 habitants. Mais la très grande majorité des communes ont moins de 1000 habitants. Pour elles, pas de changement. Elles garderont le mode de scrutin dit majoritaire plurinominal. Bien, alors est-ce que ça va compliquer, notamment dans les communes qui panachaient auparavant 1000 habitants, c'est pas beaucoup. Il y en a quand même beaucoup où il va falloir changer les habitudes, Ghislain. Oui, tout à fait. Il va falloir s'habituer. Avant, c'était 3500 habitants, hein, comme l'a dit votre sujet. Bah oui, ça veut dire aussi que il y a des électeurs qui ont pris l'habitude de rayer le nom de la personne qui leur plaisait pas. Quand il y avait qu'une liste, c'était le maire en place parce que c'est lui qui prenait un petit peu tous les mécontentements. Et puis après, il y a quelqu'un avec qui vous êtes engueulé, votre voisin. Et donc là, évidemment, il y a des maires qui nous ont dit qu'ils avaient peur d'avoir un taux de bulletins invalidés de 5 à 10%. Alors c'est peut-être un petit peu exagéré, mais en tout cas, tous les maires font de la pub pour dire à leurs électeurs, en tout cas dans les communes de plus de 1000 habitants, ne biffez pas. Ça serait effectivement 5 à 10%, c'est quand même conséquent. Thierry. Oui, ça serait assez énorme. Et puis en Haute-Normandie, qui est une région avec 2 départements où il y a beaucoup de communes, plus de 1400 communes. Ouais. Donc cette réforme concerne quand même 200 communes. Donc ça veut dire que dans 200 communes qui avaient pris l'habitude d'élire leur maire, leurs conseillers municipaux sur l'ancien modèle, il va falloir changer les habitudes. Et surtout, dans ces communes-là, il va falloir trouver des candidats, monter des listes. Et donc, certaines voix s'élèvent, notamment, nous avons interrogé récemment Denis Merville, qui représente les maires de Seine-Maritime. Et pour lui, cette réforme est une réforme vue de Paris. Il considère qu'on va politiser un petit peu la vie politique locale en obligeant, entre guillemets, des listes à se monter. Et c'est pas évident. On a interrogé ce matin le maire de Mesnier-en-Bray, petite commune de plus de 1000 habitants du pays de Bray. Et il y a déjà de la peine, le maire actuel qui va se représenter, à monter une liste complète. Donc il se demande s'il y aura une opposition. Est-ce qu'il y a quelqu'un va se lancer aussi pour trouver 14 colistiers? Donc c'est pas si évident que ça à l'échelle locale dès qu'on rentre dans le vif du sujet, dès qu'on va sur le terrain politique. Philippe? Oui, on peut ajouter, on en parlait avec Ghislain juste avant cette émission, il y a aussi les problèmes humains, tout simplement. Déjà, trouver un nombre important de colistiers, c'est pas facile. Trouver des femmes qui s'impliquent parfaitement dans le domaine social, mais qui ont
qui peuvent avoir des problèmes, comme les hommes d'ailleurs, des problèmes d'horaire, c'est pas non plus obligatoirement évident. Et puis alors j'aurais tendance à ajouter aussi que c'est peut-être, on paye aussi d'une certaine façon, j'allais dire, la faiblesse des partis politiques en général qui n'ont pas réussi à féminiser, leurs organisations politiques. Et qu'est-ce qu'on a fait ? Finalement, on a choisi la méthode qu'on applique maintenant déjà depuis longtemps, ce qu'on appelle les listes un peu Chabala, c'est un peu péjoratif, mais ça n'a rien de péjoratif dans la réalité des faits, avec une femme, un homme, une femme. Et bon, d'une certaine façon, c'est bien, mais c'est vrai que la réalité sur le terrain fait que c'est pas obligatoirement facile à appliquer. Alors, j'en profite, j'ai une question par Twitter. De nombreux candidats ont plus de 75 ans et auront plus de 80 ans à la fin du mandat. Est-ce qu'on ne pourrait pas instaurer une limite ? C'est vrai, quand on parlait d'usure tout à l'heure, là, c'est une réalité. Oui, c'est pas si simple. C'est pas si simple parce que il faut trouver aussi des jeunes qui acceptent de donner du temps, parce que on en parlait tout à l'heure, mais être maire, c'est donner du temps aux autres. Il faut pas l'oublier quand même. C'est un rôle social. Donc, et puis on va dire aussi, citoyen. Oui, un rôle citoyen. Et puis le maire, il connaît bien sa commune, même s'il a 75 ans, même s'il a 80 ans. Il connaît bien sa commune. Alors après, oui, effectivement, le mandat dure 6 ans, mais bon, il y a aussi des adjoints, des conseillers municipaux. Si on fait des listes, c'est aussi pour ça. Et il faut déléguer. Et puis, reconnaissons, on en parlait aussi, l'intercommunalité a un petit peu allégé certains rôles, et on peut s'appuyer sur des techniciens, parce que les communautés de communes ont des techniciens. Eh oui, mais alors le problème, pardonnez-moi, j'interviens, c'est vrai, vous avez raison, il y a des techniciens, mais on retrouve la problématique qu'on évoquait tout à l'heure avec ces maires de petites communes qui disent on nous enlève des prérogatives. Le maire de Ménildourdan qu'on a entendu tout à l'heure, lui, il le dit carrément, il dit nous on n'est pas très d'accord parce que, je veux dire, notre rôle, finalement, il s'atténue avec le temps et c'est quand même dommage. Et puis alors se pose en filigrane le problème du statut de l'élu, alors ça fait des décennies qu'on en parle, il serait peut-être temps aussi d'avancer dans ce domaine-là et puis de prévoir en particulier pour ceux qui s'impliquent dans la vie communale, et c'est vrai que ça peut ressembler à un sacerdoce, des possibilités de rejoindre leur milieu professionnel une fois qu'il arrête, et puis peut-être pas les inciter. Pour information, c'est pas un reproche, c'est comme ça, vous savez, dans les villes de plus de 3500 habitants de la région, quel est celui qui va tenter son 8e mandat. Oui, vous avez bien entendu, 8e mandat. Oui. C'est Marcel Larmanou, le maire communiste de Gisors. Il se dit qu'il a beaucoup hésité, mais il fonce. Peut-être que c'est pas obligatoirement si facile que ça de trouver de nouveaux candidats, et puis il repart au combat. Et c'est, j'allais dire, assez significatif. En les listes. Surtout pas sur les listes. Thierry ? Non, je disais qu'effectivement, l'âge, vous posez la question de l'âge, c'est peut-être le dernier tabou qui existe dans la vie politique, l'âge de nos élus, puisque le cumul des mandats, la transparence du patrimoine, tous ces sujets ont été légalisés, ont été légiférés, entre guillemets. Mais à quel âge on commence à être vieux ? À quel âge il faudrait arrêter ? C'est un vaste débat. À quel âge un élu ne serait plus compétent pour diriger sa commune ? C'est un sujet qu'on tranchera pas ce matin et qui n'a jamais été tranché. Mais effectivement, on pourrait poser la question, mais je pense que ceux qui peuvent répondre, ce sont les électeurs, tout simplement, qui peuvent considérer, puisqu'ils vivent au quotidien avec leur maire ou avec les candidats, qui peuvent considérer si un candidat est encore capable de diriger la commune comme il se doit. Voilà, et sans rayer, bien sûr, sur les bulletins, comme on va le voir, ça va pas être si facile que ça. On s'est rendu, nous, à Buchy, et vous allez le voir, les avis sont partagés quant aux vieux réflexes. Changement de mode de scrutin pour les communes de 1000 à 3500 habitants. Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à la proportionnelle, une liste bloquée sans possibilité de panacher en clair, de rayer ou d'ajouter des noms. Sinon, le bulletin sera nul. Buchy et ses 1500 habitants va donc adopter ce mode de scrutin. Ce matin au marché, tout le monde semblait avoir son avis sur la question. Je pense qu'il n'y a plus trop le droit de s'exprimer. On vous oblige une liste et puis on vous dit prenez la liste qui vous conviendra le mieux, puis c'est tout, quoi. Et on vote pour quelqu'un, on doit inclure toutes les personnes qui sont dessus. Donc vous trouvez ça normal ? Oui. D'accord. Vous allez continuer à rayer des noms ou pas ? Pourquoi pas ? Histoire d'embêter les gens. Je pense que c'est dommage parce que pour moi on doit garder le droit de faire ce qu'on veut, que ce soit une grande ou une petite ville. Voilà. Et vous allez continuer à faire comme avant ou pas ? J'essaierai de respecter pour que mon bulletin soit pas nul, voilà, et qu'il soit pris en considération. Pour moi, ça me semble important. Si ces témoignages n'ont pas valeur de sondage, ils expriment bien l'attachement des habitants à l'ancien mode de scrutin. Des avis que le maire de la commune a bien entendu et qu'il partage. Les habitants étaient attachés à porter leur vote sur un nom de façon uninominale. Et donc, il y a une forme d'atteinte à la liberté
en termes de démocratie, au droit de vote, le fait qu'on n'ait plus le droit de barrer sur une liste. Enfin, c'est pas une question de droit, mais ça annule le bulletin. Et puis moi, en tant qu'élu, je suis très attaché au scrutin uninominal parce qu'il est très clair. On est élu sur son nom et c'est donc du coup une relation de confiance quand les gens vous ont porté leur confiance qui est forte parce qu'elle est très très claire. Notez que ces communes auront désormais un conseil municipal avec autant de femmes que d'hommes car les listes sont paritaires. Voilà, Ghislain, ça vous conforte un peu dans les chiffres que vous annonciez de 5 à 10% de bulletins nuls. Oui, tout à fait. Et je rebondis aussi sur ce qui a été dit à la fin. Effectivement, eux, les élus, des fois, ils aiment bien que ce soit leur liste qui passe au complet puisqu'ils l'ont choisi. Et en plus, on s'aperçoit quand même que quand il y a une opposition, autant je parlais tout à l'heure, quand la liste est unique, le maire est souvent barré. Par contre, quand il y a une opposition, quand il y a deux listes, si les gens veulent élire leur maire, là, le maire, il était bien placé dans les communes de moins de 3500 habitants en nombre de suffrages. Donc finalement, ça conforte ce qu'on disait aussi, c'est-à-dire que là, on pourra choisir la liste du maire et le rôle de la tête de liste reprend tout son sens. Bien Thierry, c'est pas gagné. C'est pas gagné pour assurer quand même tout le monde. Il y a quand même plus. On n'aime pas le changement en France, de toute façon. Mais pour assurer quand même les téléspectateurs et tout le monde, il y a quand même plus de 1000 communes où rien ne change le 23 mars. C'est-à-dire que toutes les communes de moins de 1000 habitants, rien ne changera et c'est la majorité de nos communes en Haute-Normandie. Donc pas de panique quand même. Non, les mais élections devraient bien se passer. Questions. Il y a un petit changement quand même, c'est que jusqu'à présent dans les communes de moins de 1000 habitants, on pouvait arriver le dernier jour avec son bulletin et se présenter tout seul parce que dans la liste d'en face, il y a quelqu'un qui vous plaisait pas. Et là, maintenant, il faut faire déclaration de candidature juste avant. Je crois que c'est 2 jours avant de mémoire. Je l'ai pas le texte exact, mais c'est un petit changement quand même parce qu'on le voyait arriver dans les communes des gens qui arrivaient avec leur bulletin le matin. Ça existait, nous on l'a vu dans les communes du Pays de Caux. Il y a quelques petits points positifs. Dans les communes de moins de 100 habitants, il n'y aura plus besoin que 7 conseillers au lieu de 9. Donc ça allège aussi... Ils vont enlever des postes. Oui, mais bon, ils sont pas rémunérés, Philippe. Donc c'était uniquement par passion. Ça c'est une question, c'est la question des listes. Les listes, comme vous disiez, Shabada, un homme, une femme. Ça va pas être facile pour toutes les formations politiques d'arriver à proposer des listes complètes. Elles en ont la capacité. Dans les partis politiques, vous trouvez des gens, il n'y a pas de problème. Maintenant, d'abord, comme on disait tout à l'heure... ça va être plus compliqué. Par exemple, une ville comme Elbeuf où il faut plus de 30 candidats... Non, mais les formations qui sont un peu aux extrêmes vont parfois avoir du mal. On pense au Front National notamment, voire à l'extrême gauche. Quoique, à Rouen, la dernière fois, il y avait 2 listes d'extrême gauche en 2008. Mais ce qui est vrai, c'est que dans les partis politiques, il y a. Mais la difficulté, c'est aussi de dire aux anciens, écoutez, maintenant, vous allez nous laisser la place. Et c'est ça qui est pas facile. Quand on faisait pas les listes paritaires, on faisait ce qu'on estimait être devoir le meilleur choix pour les listes. Et puis maintenant, on est obligé de... Alors, ce qui veut pas dire que les femmes qui vont arriver au pouvoir, bien au contraire, n'ont pas la capacité de le faire. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, on leur a un petit peu barré la route. Et c'est pas non plus tout à fait normal. Oui, c'est exactement ça. Mais je pense qu'il faut, entre guillemets, imposer. La loi existe, la loi va s'imposer. Et aujourd'hui, ça paraît un petit peu compliqué. On se demande comment toutes les listes vont pouvoir se composer de façon paritaire. Mais au contraire, moi je pense que je suis pas inquiet. Je pense que le 23 mars, on va avoir des listes avec la parité qui sera parfaitement respectée. On va avoir des têtes nouvelles émerger. Et j'ai entière confiance justement à ces femmes pour rafraîchir ce paysage politique. Voilà. Et puis on peut rajouter que par rapport justement aux élections cantonales, aux élections législatives, des scrutins où il faut un nombre relative par rapport au nombre d'inscrits pour pouvoir se maintenir au deuxième tour. On rappelle que pour les municipales, c'est 10% des suffrages exprimés. Et là, c'est le pas est énorme. On franchit un pas énorme. Ça veut dire que beaucoup de formations, et on pense en particulier au Front National, faut quand même le savoir, il va y avoir des élus du Front National dans des communes où ils n'étaient absolument pas présents, parce que ce mode de scrutin, évidemment, favorise les formations qui sont justement à ce niveau-là. On se souvient qu'en 2001, il y a eu un problème. L'entente n'était pas parfaite, on va dire, entre Monsieur Robert, donc qui était à la tête de la liste de gauche à Rouen, et puis Monsieur Grima, qui était donc tête de liste Europe Écologie Les Verts. Et sur notre antenne, je ne sais pas si vous vous souvenez, Stéphane, ça s'était joué à quelques voix près. Finalement, Europe Écologie Les Verts, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, avait pu se maintenir. Il avait fallu négocier et ça avait changé beaucoup de choses. Et je ne dis pas que là, ça va être le cas, parce que le Front National est un peu isolé, mais indéniablement, évidemment, ce mode de scrutin avec 10%. Des suffrages exprimés, là il va y avoir, effectivement, vous avez raison, les représentants, des électeurs vont être beaucoup plus pluriels, on va dire, dans ces conseils municipaux. On peut dire que c'est un rafraîchissement de la vie politique, sans parler de parti en tant que tel, mais de personnages politiques.
Ah oui, nécessairement. Et puis je pense que c'est à la fois nécessaire, puis c'est à la fois aussi une nouvelle façon de pratiquer la politique. On parlait tout à l'heure des femmes. Les femmes sont dans l'entreprise, les femmes sont dans le monde du commerce, sont dans le monde associatif. Donc quelle logique de ne pas les retrouver dans la vie politique aussi locale. Donc ça va être aussi vraiment un plus après le 30 mars de voir entre guillemets les conseils municipaux être ainsi renouvelés, être féminisés. Alors, on a un tweet justement qui tombe. Alors, il n'est pas sur les femmes, il est sur les jeunes. Et quid des jeunes? J'allais dire, effectivement, c'est que là, il n'y a pas d'imposition, il n'y a pas de parité. Il faut pas un jeune, un vieux. Donc là, c'est aussi dans les listes qui se composent. Enfin, quand quelqu'un compose sa liste, il essaye quand même, on le voit dans les petites communes, en tout cas, d'avoir des représentants de chaque quartier ou hameau, et puis des représentants de chaque génération, hein, quand même. C'est pas non plus... c'est pas la maison de retraite, une liste municipale, loin de là. Hein. Il y a des jeunes qui s'investissent. Il y a même des jeunes, on voit même arriver des jeunes candidats dans plusieurs formations. Donc, faut pas exagérer non plus. Il y a de la place pour les jeunes dans les municipales. Alors, je pense qu'au niveau des plus principales institutions, collectivités locales, ces dernières semaines, on a vu une impulsion qui a été donnée quand même au Conseil régional avec l'arrivée d'un président de 36 ans, un président, le futur président du Conseil général de Seine-Maritime, Nicolas Rouly, qui a 37 ans, si je ne me trompe pas. Il n'est pas encore élu. Le 22, soyons patients, effectivement, mais il est favori quand même. En tout cas, il est propulsé par Didier Marie. En tout cas, on voit bien quand même sur ces principales collectivités que des jeunes arrivent. On montre bien que la vie politique change et qu'il ne faut pas avoir son bâton de maréchal, avoir atteint un certain âge pour accéder aux responsabilités. Donc, en voyant, entre guillemets, des collectivités se rajeunir de cette façon-là, je pense que ça donne aussi un signal fort à l'échelle communale, de montrer que des jeunes peuvent se présenter. Il y a un candidat de 18 ans sur la commune du Petit-Quevilly qui va défier Frédéric Sanchez, le président de la CREA. Donc à 18 ans, un jeune UMP, donc c'est son premier galop d'essai. On verra s'il va durer après, s'il se représente dans 6 ans, dans 12 ans. En tout cas, on voit bien que la vie politique, la jeunesse ne se détourne pas de la vie politique. Voilà, alors peut-être quand même un petit bémol, vous allez dire que j'en veux aux partis politiques, surtout pas, faut pas croire ça. Mais c'est vrai que pendant des années, on a bien vu que les partis politiques envoyaient, j'allais dire, monter au créneau. Alors parfois c'était des femmes d'ailleurs, parfois c'était des jeunes, dans des secteurs, je ne dirais pas qui n'étaient pas gagnables, mais franchement qui étaient extraordinairement difficile, c'était vraiment l'Himalaya pour ces gens-là. En même temps, comme vous dites, ils se font un peu les dents, il faut bien démarrer. Mais oui, Petit Quevilly, ça va être un peu difficile quand même. Mais on peut pas prévoir du résultat. Mais c'est vrai que là aussi, il faut peut-être que les partis politiques se disent, de manière générale, faut aussi donner leur chance dans des endroits où c'est gagnable, où c'est jouable. C'est jamais gagné d'avance, jamais. Mais il y a quand même des secteurs qui sont un peu plus difficiles selon les formations politiques. Alors, autre innovation en 2014 sur vos bulletins de vote, seront signalés les futurs conseillers communautaires. On a parlé tout à l'heure des communautés de communes. On va réévoquer ça après ce sujet, toujours de Frédéric Nicolas. C'est dans les années 90 que les regroupements de communes se sont développés. Avec plus de 30 000 communes de moins de 1000 habitants, ces rassemblements devenaient nécessaires pour faire face à des dépenses d'aménagement de plus en plus coûteuses. Les municipalités mettent en commun une partie de leur budget. Et c'est le conseil communautaire, composé de représentants des municipalités, qui décide des projets qu'il financera. Des projets d'envergure tels que l'aménagement de zones d'activité, de pépinières d'entreprises, des programmes de construction de logements, de parcs de stationnement, mais aussi des projets d'équipements culturels ou sportifs, comme une piscine, un stade, une salle de spectacle. Au quotidien, l'intercommunalité peut prendre en charge le ramassage des déchets, son recyclage, l'assainissement de l'eau. Lors des prochaines élections municipales, cette intercommunalité va franchir une nouvelle étape, puisque c'est vous qui élirez directement vos conseillers communautaires. Les 23 et 30 mars, vous élirez donc en même temps vos conseillers municipaux et vos conseillers communautaires. Voilà, alors on en parle beaucoup, et en plus ils seront désignés, mais ce sera quand même le fabricant de la liste, entre guillemets, qui indiquera son conseiller communautaire. Ça veut dire que là, on parle complètement de l'intercommunalité, elle est inscrite, ancrée, et on saura qui c'est, Ghislain. Ça paraît logique, puisque, comme on a dit tout à l'heure, les intercommunalités ont plus en plus de pouvoir sur la vie des gens. On a vu dans votre sujet tout ce que ça pouvait concerner, et puis c'est surtout les finances, parce que évidemment,
plus ça va, plus c'est la communauté de communes qui prend, ou la communauté d'agglo, qui prend en charge les grandes questions. Par contre, ça pose une vraie question, c'est-à-dire qu'on voyait quelquefois dans les petites communes, il y avait un choix, j'allais dire, ça permettait à certaines communautés de communes de ne pas être très politisées, parce que bon, il y avait des gens qui arrivaient d'horizons différents, etc., et qui travaillaient ensemble sur un projet commun. Là, puisque Denis Merville, on en parlait tout à l'heure, parle de politisation des listes, si des gens plus politisés arrivent, il y a un risque. Mais bon, l'intercommunalité, c'est travailler ensemble, donc on peut penser que dans un intérêt commun, les élus s'entendront quand même. Mais ça pose une petite question. C'est pour ça que d'ailleurs, pour l'instant, l'intercommunalité, on la vote pas directement au suffrage universel. Alors des fois, ça pose des soucis parce que c'est un début. Oui, mais vous entendez par exemple dire, il y a des grandes communautés de communes dont le président est maire d'un tout petit village. Alors on doute de sa représentativité. Voilà, donc c'est vrai que les arguments sont valables des deux côtés, quoi. Mais c'est pas facile parce que l'interco finalement c'est un échelon assez récent dans la vie politique locale. C'est une strate supplémentaire ou pas? C'est une strate supplémentaire puisque techniquement elle existe, hein. Mais pour ces élus communautaires, ça va leur donner entre guillemets une meilleure légitimité, puisqu'entre guillemets ils n'étaient pas connus, ils étaient désignés à l'issue des élections municipales, donc les conseils municipaux désignaient leurs élus communautaires pour siéger dans ces intercoms. Donc le fait de les désigner par un mode de scrutin le 23 et le 30 mars, ça va donner aux hommes et aux femmes qui vont ensuite siéger aux intercommunalités une vraie visibilité, une vraie légitimité du vote. Donc c'est quand même un plus démocratique. Alors justement, on a un tweet qui va vous amener à la réponse suivante. Face à la création des mastodontes insondables comme les métropoles, il faut donner la parole aux habitants dans des référendums. On va y revenir après, mais c'est vrai que les métropoles... je trouve que c'est une question importante, effectivement, parce que, bon, on rappelle brièvement qu'il va y avoir le cas particulier dans la région, la métropole régionale que va devenir ce qui sera à partir du 1er janvier 2015 la CREA. Ouais. Et ça, c'est un changement extrêmement important. Et on peut rappeler d'ailleurs au passage que l'ancien président du Conseil régional était extraordinairement, j'allais dire, dubitatif quant à l'intérêt de confier, entre autres, la responsabilité du développement économique de la région à cette métropole régionale, en disant non, c'est la région qui doit continuer de s'en occuper. Alors, à droite comme à gauche, c'est pas très clair. En particulier du côté du Parti communiste, dans la grande agglomération rouennaise, on a eu l'occasion d'entendre, mais au-delà même des frontières de l'agglomération, les maires communistes ou ceux qui se présentent au titre du Front de gauche dire attention, danger. Vous allez continuer de nous enlever de nos prérogatives au niveau des communes. Et deuxièmement, encore une fois, mais à quoi on va servir? Et c'est vrai que c'est un problème qui est récurrent. Alors, à droite, on est aussi un petit peu dubitatif, d'autant plus que, j'en terminerai là-dessus, on rappelle qu'il y a un projet qui est différent, il ne faut pas confondre les deux, le pôle métropolitain que va constituer l'ancienne CREA, donc à partir de Rouen, ville-cœur, ville-centre, alors que pour le moment, son président n'est pas le maire de la ville-centre. Et puis le pôle de développement du Pays de Caux, pôle métropolitain du Pays de Caux, qui lui pose problème là aussi, puisque pour le moment il est intertoqué et certains y voient, à tort ou à raison, l'idée selon laquelle, évidemment, Rouen ne veut pas trop qu'on lui fasse de l'ombre au niveau du Pays de Caux. Mais la difficulté, ils étaient déjà un peu sur là, pour le coup, deux départements en plus. Plus que 2 départements, puisque on a sollicité des structures dans le département de l'Eure, ça n'a pas toujours marché d'ailleurs, dans le Pays de Caux, et puis du côté du Calvados. Ce qui prouve bien que travailler ensemble c'est bien, mais c'est pas obligatoirement facile. Et parfois ça fait peur. Thierry, ça peut faire peur. La question se posera de toute façon, comme l'a dit Philippe, à droite et à gauche, on ne s'est pas encore mis d'accord et on n'est pas tout à fait, on partage pas forcément le même point de vue sur l'avenir des strates politiques avec la création de ces grandes métropoles, puisque déjà on a entendu des voix s'élever pour dire que peut-être que les départements sera l'échelon de trop dans les zones où il y aura des grandes métropoles. C'est ce qui se passe à Lyon déjà. Puisque Lyon a récupéré toutes les prérogatives du département. C'est logique, hein, puisque là, on sort un peu. C'est pas tellement le territoire du Pays de Caux pour l'instant, mais on sait que la métropole, comme elle récupère les compétences et les prérogatives de l'échelon cantonal, en fait, de ce qu'était le canton, évidemment, va se poser après le problème du département, de la légitimité du département. Et là, ça retouche les petits territoires aussi. Parce que quand on a une métropole, quand on est à 30 km de Rouen, est-ce qu'on est rouennais, pas rouennais? C'est pas facile. C'est pas facile à savoir. Évidemment, on peut être rouennais si on y vient travailler, mais quand on y vit au quotidien, est-ce qu'on se sent rouennais quand on habite à Duclair, à Barentin, etc. Même si pour l'instant Barentin fait pas partie de la CREA. Ça, c'est des vraies questions que se posent les citoyens. Nous, on les rencontre souvent au niveau local. Hein.
On peut pas dire à quelqu'un qu'il est rouennais s'il ne le sent pas rouennais, quoi. Ou à vrai, dans l'autre sens, s'il est dans la zone de du futur regroupement de communes. Exactement, c'est toujours le problème du pôle d'attraction de la ville phare qui sert de catalyseur à la fois sur le plan économique essentiellement, effectivement, et ensuite de savoir comment on se rattache, d'où on se sent le plus proche. Donc la création de ces hyperstructures territoriales pose aussi la question effectivement de l'attachement des habitants à la ville phare et puis le degré d'attachement à la nouvelle structure qui est créée. Oui, d'un autre côté, quand on parle de Rouen métropole, à l'échelon national, voire européen, ça peut signifier quelque chose pour l'attrait du territoire. Effectivement, d'un point de vue identitaire, déjà, c'est essentiel, parce que ça permet, entre guillemets, de donner une image au-delà des frontières de la Seine-Maritime et de la Haute-Normandie. Ça permet aussi d'avoir un pouvoir d'attraction au niveau de l'économie, des entreprises, des industries, d'avoir une vraie visibilité au niveau de l'échelle déjà européenne, au niveau de l'enseignement, de la recherche. Effectivement, on ancre, entre guillemets, cette ville de Rouen, cette agglomération rouennaise, à une échelle bien plus supérieure que la Normandie. Donc, effectivement, à partir du 1er janvier 2015, on devrait avoir naître cette structure. Qu'est-ce qu'on va y mettre dedans? Comment elle va être dirigée? Et déjà, comment elle s'appellera? Ça sera aussi une question qui va se poser au cours des prochains jours, puisqu'il faudra débattre du nom de cette future structure, entre toujours la problématique entre la ville-centre qui est à Rouen et les 70 communes qui composent aussi cette structure. Ça ne met pas en péril pour autant le Conseil général, puisqu'il y a quand même de grandes zones, comme disait Ghislain. On parle de la région d'Yvetot, du Clair, mais il y a aussi tout le nord du département qui ne bénéficie pas pour le moment de métropole ils ont des intercommunalités, mais beaucoup moins importantes. Oui, mais vous savez, les élus de l'agglomération de gauche, bien évidemment, c'est eux qui ont le pouvoir, ils sont majoritaires. Donc eux, ils mettent en avant l'extraordinaire impact qu'a une ville-centre et une agglomération importante pour développer l'économie. C'est un point de vue. Et effectivement, et vous avez raison, c'est vrai que du côté du Tréport, du côté du Havre, pour ne parler que de la Seine-Maritime, et on n'évoque même pas le département de l'Eure, on se pose des questions. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué, et je rejoins tout à fait ce que dit Thierry, le relationnel qui peut exister au niveau des différentes strates. Franchement, sincèrement, je crois qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous regardent, qui sont également des électeurs, qui s'y perdent un petit peu. Franchement, on a vraiment l'impression que ça complique les choses. Et puis, on n'a pas évoqué, mais on pourrait le faire, même si c'est pas directement lié aux élections municipales, pourquoi ne pas reparler d'une grande région normande, où là, après tout, quand on regarde bien, il y a quand même pas mal de structures qui existent, qui fonctionnent plus ou moins bien, mais qui concernent les communes. Les aéroports du Havre, de Rouen, maintenant c'est Deauville-Saint-Gatien, avec comme président le président du conseil régional, les presses, donc les plans régionaux pour l'enseignement supérieur avec les universités de Caen, du Havre et de Rouen. Le comité régional du tourisme. Le tourisme, bien évidemment. Et là, les communes sont directement concernées parce que, par exemple, si on parle du tourisme, on sait bien, par exemple, qu'à Rouen et dans les communes de l'agglomération, on essaye de retenir un petit peu plus, j'allais dire, les touristes qui sont de passage parfois trop courts. Et pour ça, il faut une politique qui soit à la fois globale, concertante et qui soit concertée, justement, entre les éléments comme, par exemple, la région et les communes elles-mêmes. C'est vrai qu'on est loin de la commune de 300 habitants, là. Oui, on est loin et comme on le disait, on est loin et on est proche puisque on est tous dans le même ensemble. Le problème, effectivement, c'est pas de se dire est-ce que l'échelon est le bon, est-ce que l'échelon est le mauvais. Bon, ça, il y aura toujours par rapport au plan international, par rapport au plan national. C'est sûr que vu de Chine ou des États-Unis, qu'on soit à Rouen, au Havre ou à Paris, ça change pas la face du monde. Mais par contre, c'est la place, parce qu'on est dans les municipales, c'est la place de la commune et c'est la place du citoyen qui va voter, parce que c'est ça, c'est la place du citoyen qui va voter dans cet ensemble qui est important à avoir et à définir. C'est-à-dire, à un moment, pour que l'élu, lui... Mais est-ce qu'à un moment, une commune de 300 habitants, par exemple aujourd'hui, une fois qu'elle a payé tous ses abonnements aux différents syndicats, à l'intercommunalité, est-ce qu'elle est vraiment nécessaire ? Ah, ça, c'est un autre débat. Mais alors, elle est nécessaire pour une chose, c'est pour la proximité. Alors après, ça dépend ce qu'on appelle commune. C'est-à-dire, la commune, ce qui est intéressant, on parlait de la proximité, elle peut garder sa mairie, elle peut garder ça. Alors après, est-ce qu'il n'y a pas des coopérations à trouver en matière de finances, en matière de budget aussi, puisque là, pour l'instant, toutes les communes ont leur propre budget et délèguent des compétences à l'intercommunalité. Est-ce que là, il n'y a pas des réflexions en se disant, est-ce que plutôt c'est pas l'intercommunalité qui doit prendre l'argent et la redistribuer selon la taille, selon les projets de chacun, selon les dernières dotations. Mais alors là, c'est complètement un autre débat, parce que
Et il y a le pouvoir après de la commune. Mais effectivement, pour l'instant, en tout cas, elle existe, la commune, on va voter. Donc autant pas voter pour du vide, quoi. Donc autant lui donner des choses à faire. Non mais c'est ça. Après, ou alors, si on élimine des strates, on regarde lesquelles. Mais il faut pas oublier quand même la proximité. Comme on le dit, on revient à ce qu'on disait au début. Les gens qui vont voir quand ils ont un problème, même de poubelle, même si c'est à l'interco, ils vont pas voir le technicien de l'interco, ils vont voir leur maire. Donc il faudra au moins garder, je sais pas comment on l'appellera, est-ce qu'on l'appellera encore maire dans 30, dans 50 ans, mais il faudra garder un interlocuteur local au niveau d'un village. En tout cas, on est organisé comme ça en France et c'est une habitude. Donc il faudra au moins garder cet interlocuteur. On la vie dure, Thierry. Et puis le paradoxe, aujourd'hui on se plaint des taux d'abstention élevés, ce serait quand même ubuesque ou paradoxal de vouloir, entre guillemets, s'attaquer à l'échelon communal où on sait que ce sont les meilleurs taux de vote de participation à chaque élection. Et donc après, on est plus sur, entre guillemets, la recherche de budget commun, de recherche, entre guillemets, de faire des projets en commun. On l'a vu sur l'aglo avec Burel et Bois-Guillaume, qui ont travaillé ensemble avant d'être séparés par les rouages administratifs. Puis on s'est aperçu qu'au 1er janvier 2014, lorsqu'ils sont redevenus Biorel d'un côté et Bois-Guillaume de l'autre, ils continuent quand même à travailler en commun. Et ils ont partagé notamment au niveau des services municipaux. Donc toutes ces économies qui ont été faites, toute cette intelligence, je veux dire, qui a été mise dans la gestion du quotidien, elle ne va pas se perdre parce que le tribunal administratif de Rouen a décidé que cette fusion était illégale. Oui, puis un mot rapidement de la crainte de certains maires qui se disent que finalement ils sont poussés à l'intercommunalité, ils sont poussés à des regroupements de communes parce qu'on diminue, j'allais dire, leur financement qui viennent au titre des lois de péréquation, de la redistribution de l'argent public par l'État en direction des collectivités en général et des communes en particulier. Et donc, question, est-ce que finalement c'est pas le moyen, d'une certaine façon, de nous pousser à nous regrouper? Je ne suis pas devin, mais je ne sais pas pourquoi. Je pense que dans quelques années, effectivement, vous avez raison de le souligner, ça a été un échec, j'allais dire, technique, cette réunification entre Biorel et Bois-Guillaume, même si sur le fond, on pouvait se dire qu'il y avait des économies d'échelle à faire, et qui ont été faites d'ailleurs pour certaines d'entre elles. Aujourd'hui, si vous prenez les cantines scolaires, c'est même pas avec Bois-Guillaume que Biorel travaille, c'est avec Rouen, par exemple. Et c'est vrai que il y a une piscine qui est très importante à Biorel, c'est un peu idiot de faire exactement la même à Bois-Guillaume, même s'il y a également une piscine là-bas. Bref, tout ça pour dire que il y a aussi une question que se posent les maires à l'heure actuelle, et c'est une question qu'on peut se poser. Je rappelle quand même que 36 000 communes en France, c'est autant de communes que dans la partie ouest de l'Europe. À elle seule, la France a quand même beaucoup de communes, et ça coûte de l'argent. Mais en même temps, les gens sont attachés à leurs communes, et on peut les comprendre. Oui, alors, Ghislain, c'est un peu ubuesque la totalité, puisque on veut son maire. D'un autre côté, on critique un peu le nombre de strates d'hommes politiques, puisque entre les régions, les départements, les intercommunalités, les mairies, enfin les regroupements de communes. Alors, on est dans quelle situation ? On est dans la situation que on aime bien, on le disait tout à l'heure, les municipales, c'est l'élection où on vote le plus. Ça veut dire aussi qu'on aime bien savoir pour qui on vote. C'est sûr, je crois que c'est surtout ça. Et quand je dis qu'on aime bien savoir pour qui on vote, c'est-à-dire que son maire, on le côtoie pas. Alors au quotidien, c'est un peu exagéré, mais on le côtoie régulièrement. Alors qu'on parlait, en même temps, il y a les élections européennes. Qui connaît son député qui connaît son député européen? Qui le connaît vraiment? Qui connaît sa circonscription européenne? Oui, ouais, voilà, c'est ça. Oui, déjà. On en est là. En fait, le problème, il est de la répartition entre la strate, quelle qu'elle soit, parce que à la limite, toutes les strates, on peut toujours leur trouver des bienfaits, etc. Et la relation avec les habitants, c'est ça qu'il faut construire, en fait. Oui, il y a un vrai problème d'identification aux candidats et aux futurs élus. Vous parlez brièvement des européennes. Effectivement, on va constater certainement qu'aux élections européennes, il n'y aura aucune personnalité politique au Normande qui sera en position d'être élue au Parlement européen dans les grands partis. Donc effectivement, ça pose quand même un problème pour les lecteurs, le citoyen de Haute-Normandie, d'aller aux urnes fin mai pour élire quelqu'un qu'il ne connaît pas du tout. De toute façon, la différence, elle est énorme. Ce que vous avez dit, local, on connaît son maire, on connaît ses adjoints, on n'est pas content, on va les voir. Très bien. Et les élections européennes, qui sont, alors je suis un peu désolé de le dire, vous allez dire que je suis obsédé par les partis politiques aujourd'hui, mais il faut quand même lui dire les choses, c'est que parfois, faut reconnaître, on recase un peu ceux qu'on n'a pas pu caser, et c'est vrai à droite comme à gauche, chacun peut le dire. Alors c'est dommage parce que d'abord les élections européennes, elles sont importantes, l'Europe c'est très important, quand on voit justement en quoi les budgets notamment régionaux sont impliqués par les budgets
budget européen et toutes les mesures qui sont prises au niveau européen, raison plus pour parler politique et élire des gens qu'on a quand même tendance à connaître. Et alors là, le territoire de la commune, tout le monde le connaît. Effectivement, la circonscription européenne pour laquelle on va voter au mois de mai prochain, elle va de Lille jusqu'au Mont-Saint-Michel. Bon, on est content de l'apprendre, mais franchement, on voit pas souvent les députés européens faire des réunions, à part peut-être Monsieur Gauzès, qui lui, vraiment est un homme de terrain, comme était d'ailleurs la candidate socialiste qui avait été élue, mais qui a finalement choisi le Parlement français, Madame Estelle Grelier. C'est peut-être un peu dommage parce que là, on avait une bonne représentation avec 2 candidats qui tenaient la route, mais bon, c'est comme ça. Alors à suivre. D'où le tweet que nous avons à l'antenne. Doit-on vraiment craindre les extrêmes municipales? Sûrement moins qu'aux européennes. C'est une affirmation d'Émilie. Moi, je pense qu'on peut craindre moins, entre guillemets, un vote extrémiste aux élections municipales comme aux européennes, puisque déjà, les candidats qui se présentent des partis d'extrême droite ou d'extrême gauche aux élections municipales, ils sont souvent peu connus de la population. Ce sont des gens qui ont très peu de bagages politiques, ils sont très peu, entre guillemets, impliqués dans la société locale, donc ils ont un gros déficit d'image, et donc effectivement, pour eux, c'est beaucoup plus difficile de percer au niveau de ce scrutin-là, même s'ils sont élus souvent sur des valeurs, sur des idées qui sont véhiculées au niveau national par leurs leaders. Donc il y a de toute façon, il faut s'attendre à une percée. Ils vont faire sûrement des scores qui seront supérieurs à 5 à 10% dans beaucoup de villes. Donc ils seront en position, entre guillemets, soit de fusionner ou d'avoir des élus aux conseils municipaux. Donc ça, c'est une réalité de post-30 mars. Alors en même temps, je crois qu'il y a quand même une petite évolution. Si vous regardez les candidats du Front National, ils commencent à être un peu plus implantés localement. Alors cette implantation avait commencé dans certains endroits au niveau des cantonales, elle se poursuit au niveau des municipales. Je ne vais pas tous vous les citer, mais Madame Lalanne de Haut, par exemple, à Darnétal, est quelqu'un qui est vraiment de Darnétal, qui est connu à Darnétal. Nicolas Bay, il est connu par ses fonctions au sein du conseil régional. Madame Duchossois, qui avait été candidate à Dieppe et qui maintenant va être candidate à eux. Voilà, on pourra en citer d'autres. Il y a un travail qui a été fait par le Front National dans un deuxième temps, pour une raison aussi très simple, c'est que sur les élections locales, parfois, on n'osait pas dire qu'on était du Front National. Maintenant, on ose le dire. Et donc, les choses évoluent. Et effectivement, les candidats sont un peu plus implantés localement. Dans les grandes métropoles ou partout? Un peu partout, si on regarde. Enfin, les grandes métropoles. On parle bien des villes de plus de 3500 habitants pour le moment. Oui, mais nous aussi, en Pays de Caux, on voit arriver des listes du Front National dans des communes. Et effectivement, où l'ancrage avait commencé avec les précédentes cantonales, il y a encore quand même une implantation locale, alors difficile parce qu'ils sont pas toujours originaires de la ville où ils se présentent, mais ils vont plutôt dans une ville où les scores dans les élections, dans les autres élections nationales, législatives, etc., ont été intéressants. Mais bon, ils se font connaître et ils sont écoutés quand même. Faut pas négliger le phénomène complètement. Ils sont écoutés. Les idées qui sont véhiculées au niveau national passent aussi au niveau local. Ouais. Oui, il y aura des premières fois, je pense à Bolbec, Ghislain, où pour la première fois, il y aura un candidat du Front National. Donc on s'aperçoit effectivement quand même qu'il y a une implantation locale qui se développe et il y a vraiment, effectivement, le phénomène est réel. Et il y aura d'autres communes en Haute-Normandie. Pour la première fois, il y aura une liste Front National qui sera présente le 23 mars. Voilà, la difficulté pour Front National, ça va être de constituer des listes. Parce qu'ils ont peut-être du mal à avoir, effectivement, 29, 27, 33 colistiers. C'est pas obligatoirement facile. Oui, parce que les listes sont importantes quand même. Il y a du monde à trouver. Il faut trouver des gens, puis en plus on rappelle la parité, oui, donc la parité. C'est un petit obstacle supplémentaire pour la constitution d'une liste, quel que soit le parti d'ailleurs. C'est vrai que les européennes en zone plus rurale, c'est vraiment très lointain. C'est lointain, on le voit au taux de participation, tout simplement. Mais bon, ça fait partie, c'est un scrutin, et on est dans l'Europe, il faut aussi qu'on puisse s'exprimer, parce qu'on peut pas dire de l'autre côté que le pays pèse pas en Europe, etc. Donc il faut aussi. Mais effectivement, là, c'est parce qu'en plus les deux scrutins vont arriver l'un après l'autre qu'on en mesure la différence. Mais effectivement, pour l'instant, c'est la municipale qui tient la cote. En tout cas, même chez nous, faut être honnête. Dans nos sujets, il n'y a pas photo, quoi. Est-ce qu'on peut faire un raccourci en disant les municipales sont des vraies élections, alors que les élections européennes sont des élections politiques? On peut, mais enfin bon, alors les raccourcis, c'est toujours un peu compliqué, mais c'est vrai en tout cas. Mais il arrive que la municipale soit aussi politique. Il y a des vraies décisions et des vrais choix politiques qui se mettent en place, même dans des communes qui ont peu d'habitants, disons moyennes. Donc non, une élection par essence est quand même un petit peu politique. Alors après, il y a politique et politicienne dans ce cas-là, si on veut faire une différence. Je dirais que l'élection européenne peut être une élection plutôt
technique, hein, technocratique plus que politique, mais moi je garde la notion de vraiment c'est un scrutin politique. Les municipales, on se bat pour des valeurs, pour des idées, pour des projets. Donc pour moi c'est vraiment l'incarnation de la chose politique au sens noble. Alors moi j'ai entendu dire, Philippe, que beaucoup se plaignaient qu'on parlait des personnes qui dirigent les listes ou qui sont dans les 5 premières des listes au détriment des programmes qui passaient au deuxième plan. C'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup parler de programmes. Dans les mouvements que vous avez entendus tout à l'heure, on voit des mouvements d'ego, de personnalité, mais rarement de problèmes de fond de programme. Alors, c'est vrai, mais c'est un peu tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure qui l'explique. C'est vrai qu'on aime bien savoir pour qui on vote pour les municipales. Les européennes, encore une fois, c'est autre chose. Bon, surtout dans la région où il n'y aura pas de représentants de Haute-Normandie, malheureusement, ni de Basse-Normandie d'ailleurs, qui seront en position d'être éligibles. Les maires, les adjoints, les conseillers municipaux, on les connaît. Alors ça, effectivement, c'est peut-être ce qui joue avant tout. Je sais pas ce qui. L'autre jour, j'habite dans une petite commune. Je vous fais une petite révélation, une petite commune de la campagne, et je reçois des candidats qui arrivent et qui me disent. Alors je leur dis, vous êtes de droite, de gauche, du centre, de l'extrême gauche, de l'extrême droite. Ils me disent, écoutez, nous dans notre liste, on ne sait pas pour qui on vote les uns les autres. Bon, c'est comme ça. Très bien, ok, parfait. Mais en fait, on a un programme et puis voilà ce qu'il y a. Et d'ailleurs, parfois, on est d'accord avec nos adversaires. Mais bon, voilà. Bon, c'est intéressant, mais c'est très significatif, je trouve, notamment dans les petites communes rurales, de ce que disait Ghislain notamment et Thierry, de cette réalité. Ce qu'on veut, c'est du concret. On veut que ça marche, on veut que ça fonctionne, et puis on veut comprendre comment ça va fonctionner. Et pour ça, on s'adresse directement aux intéressés. Et puis on voit, il suffit de regarder les résultats. Il y a des communes qui votent dans un camp à toutes les élections législatives, cantonales, etc. et qui, pour leur maire, prennent un maire plutôt d'un autre camp. Il faut le dire. C'est vrai, dans des communes... Gonfreville, il y a des gens de droite qui votent pour un maire PC, et au Havre, il y a des gens de gauche qui ont voté pour un maire UMP pendant des années. Depuis 95, c'est clair. Oui, on le voit souvent, et c'est d'ailleurs ce qui est intéressant, et on en revient tout à l'heure en disant que c'est aussi la personnalité. C'est pour ça qu'on parle un petit peu moins de programme et plus des personnalités, parce que la personnalité du maire est importante. On l'a dit, c'est la proximité. Donc évidemment, la proximité, vous intéressez quand même à ce que fait votre maire, faut pas exagérer, mais vous intéressez aussi à ce qu'il est, c'est logique. Donc, les grands discours qu'on entend sur on va voir ce qu'on va voir avec une vague bleue aux prochaines municipales, etc., en mécontentement, en réaction, en fait, au mécontentement par rapport au chef de l'État, ne devraient pas avoir lieu ou être largement atténués, Thierry. Philippe l'a rappelé en début de l'émission, effectivement, il faut se souvenir que les élections municipales, il y a une prime au sortant qui est très forte, car quand on s'aperçoit aujourd'hui dans les grandes villes où les maires sortants veulent, entre guillemets, renouveler leur mandat en mars prochain, on s'aperçoit que leurs candidats, leurs concurrents des autres partis qui se présentent sont souvent des gens qui débutent, ce sera le premier galop d'essai, et qui souffrent d'un déficit de communication, d'image, et donc pour eux, ils partent de très très loin. Donc, sauf si le maire sortant a un mandat catastrophique ou s'il sort d'affaires qui sont plus ou moins compliquées, c'est très compliqué de déboulonner un maire en place. C'est très rare dans la vie politique. On s'est aperçu en 2008 à Rouen, effectivement, Pierre Albertini a perdu au premier tour, mais ça fait partie, entre guillemets, des raretés de la vie politique municipale. Oui, mais il y a quand même le maintien ou non de certaines listes, etc. Après, il y a un partage quand même des voix Déjà, pour rebondir sur ce que dit Thierry, en 2008 par rapport à 2001, la gauche était partie unie. Je ne parle pas de l'extrême gauche, il y avait deux listes extrême gauche. Et là, ça avait changé quand même pas mal de choses. Surtout, j'avais évoqué tout à l'heure le psychodrame au soir du premier tour de 2001 entre le PS et puis les écologistes. Bon, là, ils se sont dit, allez, on se calme, on essaye de faire les choses bien. Là, cette année, c'est un peu différent, puisque vous allez avoir une liste menée par le Parti communiste, enfin le Front de gauche, une liste menée par Europe Écologie Les Verts, une liste du Parti socialiste, et puis à droite, pour le moment, ils sont divisés. Alors ça aussi, c'est une constante, puisqu'on parle un peu de politique quand même, moi, que je trouve extraordinaire. Cette année, on pourrait penser qu'il faudrait que les troupes se resserrent, etc. On n'a jamais vu autant de listes à la carte. Et en particulier dans les communes de plus de 3500 habitants, à droite comme à gauche, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous, si on peut dire. Et c'est vraiment extraordinaire. Juste un mot pour conclure, parce qu'il nous reste 30 secondes maintenant. Oui, on le voit, alors l'exemple typique chez nous en Pays de Caux, c'est Yvetot. Pour l'instant, on a 5 candidats déclarés. Je dis pas qu'il y aura 5 listes au bout, mais on a 5 candidats déclarés, et la plupart, en fait, essayent de peu évoquer leur étiquette politique en plus.
Bien, écoutez, on va continuer le débat dans quelques instants. Auparavant, on va laisser la parole à Julie Olette pour les infos de la mi-journée. On se retrouve, nous, dans 5 ou 6 minutes. C'est exactement. À tout de suite.